ceux qui nous regardent à la télévision ont eu droit à quelque chose de très spécial. Donc, Karima danse pendant les pauses, puis elle compte évidemment sur le soutien de son collègue pour lui dire de revenir quand c'est le temps. Mais là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas, j'ai voulu te regarder. C'est non, pas en pire. fait, tu voulais pas, c'est ça. Veux-tu Tu voulais refaire, me trahir. Oui, la danse du lutin. François Fournier, bonjour. Salut. Salut à vous deux. On va te demander de faire exactement la même affaire que vient de faire Karima. J'attendais rien de moins. Hey, parle-nous de la police, parce que là, il s'est passé plein d'affaires. Là. Mohamed Bekali s'est fait arrêter, accusé. Là, dit, en passant, on rapportait que ses réseaux sociaux avaient été comme supprimés, son compte TikTok suspendu. Moi, j'ai vu passer... Ça, c'est lui, quand même, là, pour ceux qui viennent de se réveiller d'un long coma ou de... Pardon, c'est pas le bon terme, là, je veux dire d'un long sommeil ou quelque chose, là, vous n'êtes pas arrivé en ville. C'était ce jeune homme-là qui avait été filmé en train d'insulter une policière et là, il a été accusé de diffamation envers des policiers, mais pour d'autres choses. Oui, bien sûr. Puis je faisais juste préciser qu'on a dit qu'il ne s'exprimait plus sur les réseaux sociaux, mais j'ai vu passer une vidéo où il dit que c'est pas vrai pantoute qui a été arrêté puis accusé. Bref, c'est le policier, comme vient de le dire Karima. C'est pas le policier, mais c'est le jeune homme, comme vient de le dire Karima, qui avait insulté une policière. Là, il y a une autre vidéo qui est sortie. C'est encore une fois une policière à Bagadon. Hein? Ils sont braves, ceux-là, qui se fait insulter. Toi, tu poses la question aujourd'hui, faut-tu un règlement ou peut-être que la solution est ailleurs? Ben, c'est-à-dire que je trouve qu'on fait un peu fausse route avec cette histoire-là. Tu sais, on a dit, puis la mairesse de Montréal est revenue là-dessus, puis elle dit « Ah, mais il n'y a pas de règlement qui empêche les gens d'insulter les policiers. » Donc, visiblement, ce serait ça le problème. Ouais, mais il existe un principe quand même assez simple là, dans l'activité des forces de l'ordre, c'est que si vous refusez de collaborer, vous faites entrave au travail des policiers et ça peut vous valoir une arrestation. Et visiblement, dans la clip originelle, dans la vidéo originelle qui circulait sur les réseaux sociaux, l'homme en question, il refuse de collaborer. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, l'aspect des insultes là-dedans, je veux dire, c'est un peu secondaire au sens où je vois pas pourquoi on a besoin de rajouter un autre règlement si on fait pas appliquer le premier. Donc, le premier, c'est-à-dire vous refusez de collaborer avec la police. La police est en droit de vous mettre les menottes, vous apporter au poste de police. Là. Et il refuse clairement de collaborer dans l'histoire. Mais pourquoi la police va pas de l'avant avec l'arrestation du type qui refuse de collaborer? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que je pense pas que les policiers ont besoin de règlements supplémentaires. Moi, je pense qu'ils ont besoin de sentir que leur hiérarchie et leur municipalité, leur ville, leurs dirigeants les supportent dans leur action plutôt que de vivre, et ça, c'est des témoignages que j'ai eus de la part de policiers aussi, d'anciens policiers, là, c'est qu'il y a plusieurs policiers qui vivent dans la crainte permanente que s'ils arrêtent quelqu'un et qu'il se trouve que la personne est, comme on dit aujourd'hui dans le langage 1984, racisé, ben on risque de se faire passer au comité de discipline. Est-ce que vous seriez pas dans le profilage? Est-ce que vous feriez pas du racisme systémique? Et il y a des policiers qui ont l'impression de marcher sur des œufs en permanence. Donc, je pense pas que le problème, c'est qu'on manque d'un règlement pour interdire aux gens d'insulter la police. Là. Je pense qu'en fait, on a besoin d'avoir des autorités et des administrations qui permettent aux policiers de faire leur travail et de pas être constamment dans la crainte que, ouais, mais là, est-ce que je vais devenir le prochain matricule 728? Là? Donc, la prochaine police à passer pour un fou à l'échelle nationale et se faire intimider après ses réseaux sociaux, briser ta carrière, etc. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de policiers, c'est ça leur problème actuellement. Ben, ça s'appelle le désengagement policier. Il y a même un terme pour ça. Puis, tu sais, juste un petit élément technique quand même, parce que ça existe effectivement, refus de collaborer, puis ça peut entraîner l'arrestation, mais il y a beaucoup d'avocats qui disent à leurs clients qui sont des délinquants, t'es pas obligé de répondre aux policiers aussi. Ça, t'as le droit, t'as le droit au silence. Fait qu'en fait, quand tu... Non, mais c'est parce que je pense pas que ça doit être bien évident pour un policier d'arrêter quelqu'un pour refus de collaborer quand la personne en question a aussi le droit de ne pas collaborer. C'est-à-dire de ne pas te répondre. Fait que le droit de ne pas collaborer, c'est... Je sais pas quand est-ce que ça commence exactement, là, mais il faudrait demander à un policier. Mais c'est à la frontière de ce droit qu'il a aussi de ne pas te répondre. Ben, c'est-à-dire que tu as le droit de garder le silence puis de demander, par exemple, d'avoir un avocat. Mais si le policier dit « Monsieur, sortez du véhicule » et tu sors pas, tu es en train de ne pas collaborer, là. Effectivement. On n'est pas obligé de lui parler, mais si on dit vous allez sortir du véhicule et vous me donnez votre permis de conduire et vous ne donnez pas le permis de conduire, vous ne sortez pas du véhicule, vous êtes en état en fait, vous êtes en infraction, vous ne collaborez pas avec le policier. Après, si tu sais, la personne peut choisir de ne pas parler. Mais visiblement, pas parler, c'était vraiment pas son problème à lui, là. Non. C'est plutôt le contraire, là. Fait que tu sais, puis là, ben visiblement, il y a une autre loi. Ben en fait, il y a d'autres lois qui fonctionnent, c'est-à-dire que là, il aurait été arrêté pour finalement diffamation là, avec les publications
qu'il faisait sur différentes policières ou policiers. Là. Je ne sais plus s'il y avait des gars impliqués là-dedans, mais essentiellement des femmes, de ce que je comprends. Là. Donc, il y a aussi, tu sais, dans le fond, je pense que faudrait commencer par faire appliquer les lois avant d'en inventer des nouvelles, parce que moi, je trouve que l'idée du règlement sur l'insulte aux policiers, il me semble que c'est quelque chose il pourrait avoir un genre de dérape là-dessus. Là. Autrement dit, quelqu'un qui dit à un policier, coudonc, t'es-tu mêlé, tout ça, est-ce que c'est une insulte aux policiers? Il me semble que s'il y a quelque chose d'un peu arbitraire là-dedans qui pourrait amener à des exagérations aussi de l'autre côté. Là. Puis juste pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce qu'il a été donc accusé de diffamation. Puis j'ai vu dans les pages du Journal de Montréal une des photos en question là, qui lui a peut-être valu ça. Et c'est une photo que j'ai reconnue, même si elle était brouillée. C'est une photo sur laquelle je figure, parce que moi, je l'avais reçue, Mohamed Bekkali, puis il avait fait un montage avec ma face. Il m'avait mis à la place d'un chien. Mais juste, s'il nous écoute, moi, j'ai pas fait de plainte pour diffamation. Tu peux faire tous les coloriages que tu veux, jeune homme. C'est recommandé pour les gens dans ton état. Le coloriage. Oui. Mais c'est ça. Mais si on parle de, justement, tu disais, on n'a peut-être pas besoin de nouveaux règlements, déjà d'appliquer ce qu'on a, mais ça prend peut-être pas une culture d'entreprise, mais ça prend quand même un contexte où on peut aller dans cette direction-là. Dirais-tu qu'aujourd'hui, avec tous les discours qu'on entend, même un peu anti-police, puis de racisme systémique au sein de la police, des enquêtes et tout ça, est-ce qu'on peut aller là où c'est comme un peu verrouillé? Ben, j'ai l'impression qu'on n'est effectivement pas encore sorti de ce qu'on appellerait la période George Floyd. Là. Donc, je pense que tout le monde a été marqué par cette histoire-là. Puis, malheureusement, ben, j'aime pas utiliser ce mot-là parce que ça a l'air insensible, mais à l'échelle globale, c'est quand même des anecdotes, là, si on veut. Là. Donc, des cas isolés, peut-être que ce serait une meilleure expression. Ouais. Ben, on importe ces sujets-là dans d'autres pays. Donc, en Royaume-Uni, ils ont également ces sujets-là. En France aussi, au Québec, au Canada. Et donc là, parce qu'il y a parfois des débordements et de l'usage abusif de la force, je pense que personne ne va le nier. Puis, savez-vous quoi? La justice américaine a fonctionné. Hein? Derek Chauvin est en prison. Là. Il a été condamné pour ses gestes à l'égard de George Floyd, mais ça a instigé une espèce de climat où l'activité policière est suspicieuse. Les policiers ont mis leurs genoux par terre pour ça. On a fait état on voulait faire on a fait des études, des enquêtes sur la présence de profilage de racisme au niveau du corps policier. Et moi, je pense que ce que ça fait comme effet pervers, ça, c'est que les bons policiers qui veulent faire leur travail, ben, ils vivent dans une espèce de crainte. Est-ce que je serai le prochain qu'on va me faire passer pour une espèce de maniaque raciste, intolérant, alors que je fais juste mon boulot, finalement? Parlons de Daniel Smith, parce qu'on a reçu tantôt Éric Duhem. Il nous disait, moi, je suis un libre-échangiste. C'est une position il dit que Pierre Poilievre, s'il avait été élu, c'est ce qu'il aurait fait lui aussi. Il n'aurait pas forcément répondu aux tarifs américains par des tarifs canadiens. On a Stephen Harper, là, je donne plein de noms de conservateurs, de figures conservatrices au Canada qui avaient lui pris la parole d'une autre façon, avait dit non, il faut accepter de souffrir des fois pour son pays. Danielle Smith, elle plaide pour un commerce libre entre les États-Unis et le Canada. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est effectivement, je pense que tu fais bien de rappeler un point, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir de message unanime de la part de ce camp politique-là. Donc, Stephen Harper était plutôt du groupe qui consistait à dire, qui privilégiait l'option « il faut répondre du tac au tac », qui est l'option de Doug Ford aussi. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, on peut avoir toutes sortes de positions par rapport à un enjeu, mais il y a aussi le réel qui parle. C'est-à-dire que la position qui consiste à dire « je vais jouer au plus fort avec Donald Trump » ne semble pas fonctionner. Elle ne semble visiblement pas fonctionner. Et Doug Ford, ça fait plusieurs fois qu'il nous joue le jeu d'essayer de se prendre pour un genre d'alter ego de Donald Trump, où moi aussi je veux montrer que j'ai des muscles, coupons-lui l'énergie, mettons des tarifs, retirons l'alcool des tablettes, mais visiblement ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et je pense qu'il y a un problème dans toute cette histoire-là, c'est que le Canada ne parle pas d'une seule voix et ça semble impossible de coordonner un message de réponse, de négociation avec les États-Unis. Donc, chaque province, il va un peu avec son propre discours. Chaque premier ministre, il va un peu de ses propres sorties. Et finalement, Mark Carney, où est Mark Carney? Moi, c'est ça la question que je me pose en ce moment. Il a fait un des en Lituanie, il faut juste voir, il y a un site maintenant, Track Carney, là, c'est comme Purolator, là, cette affaire-là. Ben, c'est ça, c'est que ça nous prendra un numéro de shipping, mais c'est que Mark Carney a fait il a fait une déclaration officielle là, avec une lettre là, signée votre honorable premier ministre, tout ça. Là, et je pense que c'est un des trucs les plus beige que j'ai jamais lu de ma vie. Là. C'était procédural
On aurait pu penser que c'est ChatGPT qui a écrit en réalité la réaction officielle du premier ministre. Et je pense que là, on a besoin de changer on a besoin de changer de logique, on a besoin de s'asseoir à la table des négociations, on a besoin d'avoir des gens qui sont proactifs. Et moi, je trouve que le discours de Danielle Smith qu'elle a prononcé devant des élus américains pour leur rappeler aussi le fait qu'on a une économie qui est interconnectée, on n'a pas le choix de faire des échanges ensemble, et c'est comme ça que voulez-vous, on a intérêt à s'entendre, c'est l'intérêt objectif des Canadiens, des Américains, des Québécois, de tout le monde là-dedans. Et moi, je pense que tu as plus de succès, tu as plus de chances d'avoir un succès en convainquant en essayant de convaincre des élus américains du bien fondé de la position canadienne qu'en essayant de t'antagoniser avec Donald Trump. Visiblement, ça marche pas, là. Je veux dire, peut-être qu'on pouvait défendre cette opinion-là il y a un an et demi de ça, mais ça ne marche pas. Où sont les résultats? Mark Carney nous avait promis de régler ce dossier-là. Il n'est pas réglé. Mm-hmm. Non, c'est ça. Puis en même temps, on a l'impression qu'ils sont vraiment pas sur la même longueur d'onde. Là, tu parlais de la déclaration de Mark Carney. Là, il dit « Le Canada croit aux avantages d'un commerce libre et équitable. » Mais manifestement, Donald Trump, il croit au protectionnisme puis à America First. Donc, comment tu réussis à ce moment-là à t'entendre dans un contexte comme celui-là? Est-ce que tu trouves que la stratégie, quand même, de jouer la montre, dire « Bon, ben regarde, on laisse le plus possible le temps passer », c'est peut-être la carte à jouer en ce moment? Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, ça. Je sais que c'est la stratégie de plusieurs négociateurs. C'était un peu celle de Jean Charest qui a avoué aussi là, quand il disait en gros, on va attendre que Donald Trump se casse les dents aux midterms et ça va l'affaiblir, puis on sera à même de négocier. Je suis pas certain que c'est une bonne stratégie. C'est une stratégie qui est incertaine, donc on ne sait pas ce qu'est pour l'instant l'issue des élections de mi-mandat. On n'en a pas on le sait pas. On peut prévoir, on peut anticiper, on peut souhaiter, mais des fois nos souhaits peuvent pas se réaliser aussi. Puis le point, je pense, qui est problématique de la part du Canada, c'est qu'on tient un double discours aussi. C'est que d'un côté, on dit on doit défendre le libre-échange. Le libre-échange, c'est important, c'est ça qui nous a rendus riches, etc. Il faut aller vers le libre-échange. Par contre, quand il est question de négocier, tous nos systèmes protectionnistes à nous, on les défend bec les ongles. Donc, l'oligopole bancaire canadien, on veut pas qu'il y ait de banques américaines qui rentrent dans ce marché-là. On veut maintenir à coûte que coûte la gestion de l'offre, peu importe ce qui va arriver. On veut maintenir l'interdiction de cabotage pour les compagnies aériennes qui viendraient de l'étranger. Donc, à quelque part, est-ce qu'on y croit réellement ou on y croit, mais sauf ce que nous, on trouve important? Donc, c'est un peu ça qui est le paradoxe là-dedans. Oui, tout à fait. Puis nous, on a des télés en studio. Là, CNN, il est en train de donner il s'adressait aux médias dans le bureau ovale, Donald Trump en ce moment même, puis il a dit « Le Canada a besoin des États-Unis pour survivre. » Et au sujet de l'Iran, il a dit « We're not finished at all. » Le show n'est pas fini. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Donald Trump.